Bon. Équipé de radars très performants qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit. Donc d'intercepter un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission. C'est une mission d'entraînement, routine, donc pour l'acquisition du matériel. Et puis c'est une manœuvre assez délicate, les rassemblements de nuit. Nous étions deux Mirage. Donc on s'entraînait tout type, tout temps, comme on disait. Et là, je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois ce que j'ai pris d'abord pour un avion en ligne, un cigare, on va dire, forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, hein, un truc ovoïde avec pointé au debout, avec des hublots, et une immense, je me rappelle bien, c'est une immense lumière intérieure. Bon, moi, sur le premier coup, j'ai dit ça doit être un avion en ligne qui est à quelques nautiques. Je commence à appeler le contrôleur au sol. Je commence à l'engueuler en disant si vous nous faites faire la manœuvre, on est traversé par un avion en ligne, on va avoir un Hermis, on va se engueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Hein. Le mec, il me dit, moi, j'ai rien sur mon scope. J'ai dit, écoutez, voilà ce que je vois. Et il dit, non, moi, j'ai rien sur mon scope. Et le gars, il commence à me donner les vérifications, bon, oxygène, précieux. C'est-à-dire de dire que, bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds. Taux de sécurité. Et là, j'appelle mon collègue qui arrive, il me dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit, tout à fait, je vois que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Hein. Donc je insiste auprès du contrôleur et il dit moi je vois rien. Ben, moi je dis on voit quelque chose et mon gars commence à arriver. Bon c'est notre travail, c'était la police du ciel, c'était aller voir ce que c'était. Donc l'autre Mirage, celui qui était... L'autre Mirage, oui, on arrive ensemble, la post-combustion et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez la lumière à l'intérieur, mais ça c'était une lumière qui était une blancheur éclatante, je veux dire, extraordinaire. Une lumière blanche. Un spot, comme un spot qu'on... Ouais, mais vraiment ce qu'il y a de plus éclatant de blancheur comme lumière. Et en plus, le drôle, c'est que ça n'éblouissait pas. Par contre, je sentais l'intérieur, le vide, enfin l'intérieur de cet objet à travers ces blocs un peu triangulaires et cette lumière qui était d'une blancheur incroyable. J'avais vu ça. Bon, on fonce, donc on va à sa poursuite. Et alors, je sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu dans une microseconde. Je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Dupont là, dans Tintin, où ils sont doublés par un truc, il a l'impression pourquoi on est arrêté, quoi. Nous, on est arrêté, planté sur place. Et ce bazar-là est passé d'une accélération 0 à... Et là, vraiment, pouf. Et vous pouvez l'évaluer ou c'est même impossible? C'est au moins la vitesse de la lumière, parce que de toute façon, ça a disparu instantanément, quoi. Je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'étonnement? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Alors, je rappelle le contrôle au sol, et il me dit, moi, j'ai rien, j'ai toujours rien. J'ai écouté, voilà ce qu'on a vu. Bon, puis rien. On dit, bon, écoute, on va reprendre notre entraînement. Hein, ça coûte cher, les heures de Mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était target. D'autres configurations, et pareil, j'arrivais à 15 nautiques à peu près, enfin, mettons 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là réapparaît, entre nous deux. T'as l'air de dire, je vous observe, je suis avec vous les copains, vous voyez. Entre vous deux, donc vous poursuivez votre ami, votre collègue, et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous est arrivé aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors je rappelle le contrôle, qui me dit, écoutez les gars, non, moi j'ai rien, j'ai pas de signature radar, je vous vois bien vous tous les deux, c'est bien votre manœuvre, etc. Bon, tu vois, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit. Dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet s'entend menaçant, ça repart, mais je veux dire, salut les copains, et je veux dire, le temps de percevoir d'une manière rétinienne un éclair, quoi. Hein. Bon, et le phénomène s'est représenté une troisième fois. Le 10 août 1998, en France, voilà ce qu'il s'est passé, écoutez. Ce soir-là, dans un grand nombre de sites, simultanément ou quasi simultanément, en tout cas dans une période de 20 minutes environ, des centaines et des centaines de personnes font des observations de choses qui leur paraissent tout à fait incompréhensibles et qui passent dans le ciel. Vers le Grand, ça se situe dans la lointaine banlieue sud de Paris. Ça représente l'itinéraire que suivait ce soir-là une dame qui rentrait de son travail à Bondoufle et qui rentrait chez elle à Itteville. Elle jette un coup d'œil tout en ralentissant et voilà une représentation de ce qu'elle voit. Hein. Une sorte de cylindre noir ou
très sombre, avec une extrémité en forme de tronc de cône, l'autre extrémité ayant probablement aussi cette forme de tronc de cône, mais elle n'en est pas certaine parce qu'elle n'arrivait pas à tourner suffisamment la tête pour observer l'objet comme il aurait fallu, tout en évitant les collisions avec les voitures qui venaient en face. Alors, un exemple parmi beaucoup d'autres. Ce soir-là, à la même heure, dans le sud de la Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Vert de Biron, il y a 2 témoins qui observent cette chose étrange qui a une certaine épaisseur, qui a une forme de triangle curviligne, avec des feux sur le côté. Sous cet objet, il y a ce que les témoins ont décrit comme un derrick inversé, tirant à son extrémité un tube lumineux, qui est malheureusement représenté en jaune ici, alors qu'en fait il était de couleur blanche. Le même soir, à la même heure, je l'ai déjà dit mais il faut le répéter, plusieurs dizaines d'observations aussi extraordinaires que ça, ou plus extraordinaires encore, ont eu lieu presque simultanément. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? C'est un problème extraordinaire. On ne peut quand même pas douter de l'objectivité des témoins, étant donné que des témoins, il y en a dans 14 départements le même soir. Alors c'était en 1973, j'étais jeune pilote dans la LAT. La LAT étant l'aviation légère de l'armée de terre. J'étais basé à Rennes-Saint-Jacques et avec un ami qui s'appelait Jean-Luc Bidot, nous allions à Caen-Carpiquet, à l'école d'Épifat, école des personnels féminins. Elle était à Caen, elle n'était pas à Dieppe. C'était une mission. École des personnels féminins, mission agréable. Oui, très agréable parce que, imaginez-vous, vous avez 22 ans, vous allez vous poser un hélicoptère au milieu de l'école d'Épifat. Il ne se passe rien évidemment, mais le relationnel est quand même très sympathique. Donc avec Jean-Luc ce jour-là, on était très heureux et à un quart d'heure de l'arrivée, il faisait très beau, on était en condition de vol-cavoc, à 1000 pieds, ce qui n'est pas très haut, 330 mètres. Alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes, Jean-Luc était à ma gauche, m'a dit « Daniel, regarde, oh merde !» Et j'ai tourné la tête. Pardon pour le mot merde, mais ça s'est passé comme ça. J'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui, à l'instant T, m'a paru gros comme un paquebot. C'est l'image première que j'ai eue, qui avait la forme de cigare. Très vite, on a été en station arrière. Vous voyez, le truc nous passe à côté, la station arrière, et on voit la section qui termine par un point. Alors, surpris, je préciserai après les perturbations, tout ça, vous allez voir, il n'y a rien eu. Et alors, très surpris, je dis à Jean-Luc, mais t'as vu comment? Il me dit, putain, qu'est-ce que c'était ce truc? Donc, pendant les minutes qui ont suivi, on était quand même pas dans une position de grand confort psychologique, je suis très honnête avec vous. On avait les yeux qui tournaient un peu partout, on se disait, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, on ne passait plus à l'école des PFAT à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'ai appelé par radio, on avait une radio VHF à bord, c'était pas bien équipé, les Alouettes n'avaient qu'une radio VHF et HF, et je vous dirai l'intérêt de la HF tout à l'heure. J'appelle donc le contrôleur et qui me dit, oui, on a vu ça par céoscope. Voilà cette histoire. Alors, ce qu'il y a donc en gros, une trace radar du phénomène. Une trace radar qui a traversé le scope à un temps très court et qui... Donc ça, c'est rarissime quand même, quand un témoignage est corroboré par une trace radar. Absolument, absolument. Et alors, si vous voulez, ce qu'il y a d'assez étonnant dans tout cela, c'est que la taille de l'objet étant gigantesque, hein, on aurait dû, avec notre petite Alouette 2, qui est un petit hélicoptère magnifique d'Eurocopter, mais qui date maintenant, on aurait dû être carrément, on aurait dû se cracher. Et alors, je vais aller beaucoup plus loin plus tard, où là, c'est pas une aventure ovni du tout, mais c'est pour expliquer ce qu'on aurait dû ressentir au cours de cette rencontre. Beaucoup plus tard, j'étais chef de cours et vol aux instruments à Dax, en condition India-Mike, ce qu'on appelait le VOI, et avec un monsieur Offler, on est passé par erreur, enfin pas nous, un Mirage de Mont-de-Marsan est sorti de la P35, que connaît très bien monsieur Crine, et est venu mort dans la R40, c'est-à-dire la zone réservée à Dax. On est donc passé avec une Gazelle 341 dans le souffle d'un simple Mirage. Alors attendez, un hélicoptère, c'est dans un hélicoptère et vous passez à côté d'un Mirage. On passe dans le souffle. Et là, de 2800 mètres on était, on s'est récupéré avec Offler à 700 mètres. Après avoir fait des roulés-boulés vers l'avant. En gros, vous avez été éjecté, enfin il y a eu une secousse violente. Non, on a été pris dans le sillage extrêmement perturbant de cet avion. Bon, je reviens à 1973. Si je compare les deux situations, compte tenu de la taille de l'objet en 1973, on aurait dû être tout simplement détruit. Vous ne serez pas là pour me parler de ça. Et voilà. Et là, il n'y a rien eu, même pas de craquement radio. Alors, je vous parlais de la HF. Ce système-là avait une particularité, il crachotait tout le temps. Il était extrêmement sensible à toutes les perturbations. Et quand cet ovni, on va l'appeler comme ça, nous a doublé, rien. Rien. Ni perturbation radio, ni perturbation d'ordre aérologique.
Rien, rien, rien. Ni sifflement, ni perturbation d'aucune sorte, rien. Sauf de nous avoir un peu noué l'estomac. Alors cet objet qui était immense à l'instant, quand c'est arrivé, l'image qui m'est venue, c'est un paquebot, parce qu'un truc comme ça, c'est très gros, très très gros, était d'une couleur gris minium. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette peinture qui sert à traiter le métal. Alors, Voilà. si vous voulez, on va voir, puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D. Un grand merci d'ailleurs à Qui dit oui. On a essayé, ils ont essayé brillamment de reproduire, alors c'est pas évident, ce que vous avez vu. Oui, alors vous allez le commenter, on va voir ces images, Absolument. on les découvre. Alors, donc voilà, vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous, C'est nous. et tout d'un coup, Voilà, c'est exactement ça. donc on va le revoir sous différents plans, mais ça paraît hallucinant. Vous êtes, voilà, C'est ça. c'est effectivement, quand vous dites un paquebot, ça semble... C'est à peu près la durée d'observation. En gros, une seconde à peu près. Là, on voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Non, Il y a quelques éléments qui laissent à penser effectivement qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. En tout cas, moi je suis certain d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas d'impasse. Et il est impensable que les états-majors et que le Pentagone n'ait pas été mis au travail sur des événements aussi extraordinaires que ceux qui nous ont été décrits tout à l'heure. Et il faut savoir que les états-majors ont des méthodes de travail. Or là, nous sommes en présence d'un phénomène, vous l'évoquiez à l'instant, qui est vraisemblablement intelligent, qui ne répond pas aux lois ordinaires de la nature, qui est discret, furtif, brouillé. Or, les états-majors disposent d'une méthode pour étudier ce genre de phénomène. C'est la méthode des états-majors qui a été mise au point aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que à la même époque que la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est ce qui permet de faire une analyse d'une situation lorsqu'il n'y a que des données, disons, naturelles, modélisables, mais lorsqu'il y a une intelligence dont les motifs sont incertains. Lorsque on est en présence d'une menace qui n'est pas avérée mais qui est incertaine, eh bien il faut utiliser les bonnes méthodes qui sont les méthodes d'état-major employées par tous les grands états-majors, mises au point par les Américains encore une fois. Il est impensable que cette méthode n'ait pas été appliquée aux OVNI. Nous demandons à ce que le gouvernement français veuille bien mettre nos états-majors au travail, et je vous assure que s'ils sont mis au travail en appliquant la bonne méthode, ils arriveront aux conclusions auxquelles quelques-uns d'entre nous sommes déjà parvenus. Alors, vous dites clairement dans cette lettre, vous évoquez largement aussi l'hypothèse extraterrestre, soyons clairs. Nous installons dans l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre. Voilà, des êtres intelligents, au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloigné, seraient capables de se comprendre. C'est ce que dit dans la lettre. Donc, en gros, quand vous envoyez cette lettre au gouvernement il y a un an, aujourd'hui, réponse ou bilan, il y a eu des... Alors nous avons reçu des réponses fort aimables mais très évasives et de la part du cabinet du président de la République qui nous dit que la lettre a été transmise au ministre de la Recherche. Le Premier ministre nous a répondu que lui aussi transmettait la lettre au ministre de la Recherche et le ministre de la Recherche, enfin son cabinet, nous a répondu qu'il ne manquerait pas d'en tenir compte et de lancer les bonnes études. Nous demandons une étude exhaustive sur le phénomène, sur une intrusion, sur une intrusion extraterrestre. Nous demandons une étude de validation de l'hypothèse extraterrestre. En deuxième partie de l'émission, on parlera d'un point de vue stratégique, qui est aussi au cœur du jeu, justement. Oui, parce que il est certain que si effectivement l'étude valide l'hypothèse de l'intrusion extraterrestre, il faut bien voir que nous sommes en présence donc d'une civilisation qui nous observe, qui a une politique, qu'en application de cette politique, elle a une stratégie, et qu'il est donc urgent de réfléchir à la stratégie qu'il faut lui opposer. Or, nous sommes parvenus à la conclusion que le phénomène n'était vraisemblablement pas hostile, mais qu'il était peut-être éminemment dangereux pour des raisons de choc culturel. C'est un sujet. Esdalen, un petit village de quelques centaines d'habitants, perdu au milieu de la campagne norvégienne. Ce village, cerné par les montagnes, intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. 4 décembre 1999, voici le lieu de jour. Et le voici filmé à 17h20 de nuit.
La lumière n'a pas disparu, c'est la caméra qui a cessé de tourner au bout de 12 secondes. Nous avons agrandi l'image. Cette lumière qui traverse le champ de la caméra fait partie des phénomènes d'Esdalen, comme les ont plusieurs fois photographiés les scientifiques. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui part en observation. Dans cette zone, il y a eu beaucoup d'observations au-dessus de ces montagnes. La plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets. Le matériel est déployé, l'attente commence. Le froid s'installe avec la nuit, il fait moins 5 degrés. Et tout à coup, à 22h10, des cris. Nous avons ralenti l'image. Traversant le ciel comme un bolide, une lumière. Le temps de zoomer et de faire la mise au point, elle disparaît. L'observation a duré 8 secondes. Voici la même image agrandie. Le lendemain, séance de débriefing au PC. Une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise. C'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise. Si vous pouvez voir, avec les différents mouvements, ça ne se déplace pas en ligne droite. Le temps de pause est de 30 secondes, ce qui donne cette traînée lumineuse, qui est en réalité le déplacement de la lumière. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. C'est le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Esdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr, ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à quelque chose de solide comme du métal. Vous parliez justement d'affinité, après j'allais dire, du phénomène avec le nucléaire. On se rend compte qu'après, et ça j'ai lu, hein, c'est pas moi qui l'invente, après les premières explosions atomiques, donc Nagasaki, Hiroshima bien sûr, on a vu des survols, on a constaté des survols ostensibles très nombreux au-dessus des sites nucléaires, civils ou militaires. C'est vous, Christelle Seval, je vous ai entendu dire ça clairement dans une interview que vous aviez donnée. Est-ce que c'est un constat évident? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Jean-Jacques Velasco, qui était l'ancien ingénieur chargé du GEPAN, enfin du CEPRA, a écrit un livre justement sur le sujet parce qu'il a bien vu la corrélation qu'il y a entre... Le GEPAN, donc je rappelle, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Voilà. Et donc il avait bien vu la corrélation qui existe entre le phénomène OVNI et le nucléaire dans toutes ses formes. Effectivement, on peut citer par exemple la base de Malmstrom aux États-Unis où il y avait ces fameux missiles Minuteman et c'est étalé sur presque des centaines de kilomètres. Et il y a eu là effectivement un OVNI qui a complètement paralysé plusieurs silos. Il y a eu des enquêtes après techniques qui ont prouvé que l'arrêt total des missiles était totalement inexpliqué. Une question. Vous avez écrit un livre, Contact et Impact, qui prend l'hypothèse pour le coup d'avoir un contact direct avec un extraterrestre. On y va très clairement. Voilà, et vous imaginez toutes les hypothèses. Voilà. C'est l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qui se passerait en cas de contact avec des extraterrestres intelligents? Alors j'imagine que Gilles Pinon, votre lettre qui s'adressait justement au président de la République, ce cas que décrit Christelle Seval,
c'est une des positions importantes que vous voulez essayer de faire. Oui, dans la lettre, dans l'étude que nous demandons, il faudra bien s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y a pas eu contact. Et Christian Seval et moi-même avons les mêmes conclusions finalement, c'est que si le phénomène n'est apparemment pas hostile, il est éminemment dangereux. Il est éminemment dangereux parce que s'il y avait un contact brutal auquel nous ne serions pas préparés, nous pourrions perdre la confiance que nous avons dans notre capacité à maîtriser notre avenir. Et ce choc culturel pourrait être très dommageable. Et alors il était intéressant, et Christelle Seval l'a fait, d'étudier les conséquences que pourrait avoir un tel contact, et on s'aperçoit qu'un tel contact serait éminemment dommageable. Alors, comment ça se passerait en fait ce contact? Votre analyse vous a poussé à quelle conclusion? L'histoire nous a appris que les civilisations primitives, exposées à des civilisations technologiquement avancées, sont vouées à s'effondrer. À juste titre, dans le langage, on dit le choc des cultures, le choc des civilisations. Eh bien, lorsqu'il y a un choc, la plus faible est extrêmement vulnérable. J'ai encore en tête ces photos qui ont fait la une de la presse il y a 1 ou 2 ans, qui montraient des Indiens d'Amazonie en train de tirer avec leurs arcs et des flèches sur l'hélicoptère qui survolait le village de façon tout à fait fortuite, quoi. Manifestement, ces Indiens n'avaient jamais rencontré d'homme occidental et de technologie, et c'était la première réaction qu'ils avaient instinctivement, une réaction de peur et de défense. Et il ne faut pas se tromper, nous sommes... Exactement, nous sommes la tribu primitive et aujourd'hui nos arcs et nos flèches ce sont nos avions et nos missiles. Et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de pilotes qui ont tiré sur des ovnis parce qu'on leur a donné l'ordre de tirer. Par exemple Jean Kissling qui a témoigné il n'y a pas longtemps, un pilote français. Donc dit alors avoir eu l'ordre clairement de tirer sur un ovni. Il était instructeur aux États-Unis sur une base américaine. Ça se passait en 1945. Et on lui a donné l'ordre d'aller chasser des ballons-sondes suspects. Et lorsqu'il s'est approché des ballons-sondes, il a vu ceux-ci se transformer en disques. Et il a quand même tiré avec ses 8 mitrailleuses. Et il est revenu. Bon, maintenant il témoigne. C'est dans une nouvelle association qui s'est créée, dans une association savante qui s'appelle la 3AF. La 3AF, exactement. Et bon, il y a des tas de témoignages de pilotes comme ça qui ont tiré. Donc, nous sommes une tribu primitive. Que concrètement, le bilan est très négatif. Et encore une fois, vous dites que c'est pas hostile. Alors, je me mets dans l'hypothèse où les extraterrestres existeraient, qu'ils seraient vraiment dans ces fameux ovnis. S'ils avaient voulu nous détruire, ce serait fait depuis longtemps. C'est pas du tout le cas. Et en gros, il n'y a même pas d'issue, puisque vous dites clairement qu'on serait anéanti. Donc c'est un petit peu, dans cette hypothèse, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis toujours stupéfié de voir que on oublie toujours l'approche sociologique lorsqu'on aborde le phénomène OVNI. Or, l'approche sociologique a, par exemple, une réponse quasi évidente à la question récurrente qui est au cœur du débat quand même, qui est si les extraterrestres sont là, pourquoi ne se manifestent-ils pas ? Oui, moi je suis jaloux, j'en ai jamais vu. La réponse, c'est que notre civilisation ne le supporterait pas. Nous ne sommes pas capables d'absorber le choc culturellement. Jacques Rine. Ben oui, moi j'ai un peu j'ai imaginé qu'on soit à la période des Gaulois, un Gaulois qui est dans son champ, à l'époque des Romains, et qui va passer un Blériot. Tiens, c'est le 100e anniversaire de Blériot. Imaginons, mettons-nous dans la tête d'un Gaulois avec sa pensée politiquement correcte de l'époque, son analyse politiquement correcte de l'époque, il voit passer ça dans son ciel. Moi, dans mon expérience à laquelle je reprends de temps en temps, je dis, bon, moi j'en reste à l'objet volant non identifié, mais ça n'empêche pas de gamberger, on peut. Et après, ça devient un problème de foi, ça devient un problème de culture, c'est une réponse à une peur, c'est un espoir. Moi, je veux dire une chose, c'est que c'est quand même une déception pour moi qui suis dans la communauté scientifique de voir que les scientifiques qui ont les outils intellectuels pour s'approcher de ces choses-là sont les gens qui ont le plus peur. Moi, j'ai appelé ça la cosmotrouille, quoi. Ils ont une trouille pas possible, les scientifiques. Alors, pour en revenir à ces fameux contacts éventuels, sommes-nous prêts à un éventuel contact ? La réponse, c'est quoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a eu des rapports. Par exemple, je cite le rapport du Brookings Institution qui a été commandé par la NASA et qui dit qu'en cas de contact, il y aurait un risque de bouleversement culturel, politique, social, religieux, scientifique, philosophique. Et il conclut par
des risques de révolution. C'est la peur. Bon, voilà. C'est notre incapacité à affronter un inconnu aussi immense. Bien sûr, avec autre chose. Et sachant cela, posez-vous la question, que ferait un ethnologue extraterrestre en visite chez nous? Si cette forme d'intelligence, malgré tout, est présente dans des ovnis sur notre petite Terre, ce serait quoi, dans cette hypothèse, leur but? Observer. Mais la Terre en observation, comme nous le ferions si nous avions les moyens d'aller dans l'espace, observer une planète qui porte la vie. On ferait en sorte de l'observer de façon à accroître nos connaissances, en veillant bien, en aucun cas à lui porter dommage, c'est-à-dire en évitant à tout prix le contact. Le contact, dans l'état actuel des choses sur Terre, comme le disait Seval tout à l'heure, n'est pas possible. Malgré tout, il y a eu des contacts, il y a eu des témoignages. Oui, mais le phénomène a sa stratégie, il est furtif, il est discret, il est brouillé, de façon à ce que tout contact comporte un côté absurde, incompréhensible, de telle sorte qu'il est rejeté par les médias et par l'opinion publique. Donc la mission se poursuit, la Terre est sous observation, et parce que si il n'y avait aucun contact, l'observation ne serait pas possible, mais le phénomène fait en sorte que le contact ne soit pas médiatisé. D'où la stratégie repose sur le brouillage. Nous avons vu que le phénomène OVNI met en question la science, mais il met aussi en question, comme nous l'évoquions à l'instant, notre capacité à maîtriser notre avenir, et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que le phénomène se montre discret au point d'éviter le contact jusqu'à ce que nous soyons suffisamment préparés pour le supporter sans dommage. Tôt ou tard, il faudra bien établir ce contact, mais ce contact, nous devons nous y préparer, et aujourd'hui, ça n'est certainement pas l'heure de le provoquer. Moi, je dirais que ce que ces études m'ont apporté, c'est surtout de réfléchir à ce qui se passait sur Terre. Sur Terre, on a un phénomène qui est le vivant. Et qu'est-ce que fait la vie? La vie, elle se complexifie, elle étend son champ relationnel. Ça, c'est la phénoménologie, c'est ce qu'on constate depuis que la vie est apparue sur Terre. Elle étend son champ relationnel. Alors, à ce moment-là, si la technologie n'existe pas, ça s'arrête à la Terre. Parce que c'est pas un goéland avec des ailes gigantesques qui va pouvoir aller dans les autres étoiles. Donc, la technologie serait un point de passage obligé pour arriver à quitter la Terre. Et dans la mesure où, moi c'est un peu mon idée, parce qu'on a toujours des croyances, la pensée c'est un système organisé de croyances, la vie c'est quelque chose qui est piloté un petit peu. Donc on a une espèce mammifère qui est l'homme, tout d'un coup se voit doté de l'intelligence, se voit doté de la technologie, et le but c'est le voyage interstellaire. Et autour de nous on a des gens qui se disent, quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à ça? Ils sont en train de s'en servir pour se taper dessus, alors que c'est pas fait pour. Et vous, scientifiques, ce voyage interstellaire, vous le prévoyez pour quand? Moi, on le verra pas. Nos petits-enfants le verront pas. Mais bien sûr que si. Moi, je pense que c'est très proche. Je pense qu'on manipule les énergies. Je pense qu'on est capable de changer notre vision de l'univers. Actuellement, vous prenez des choses comme la théorie de la supercorde et tout ça. Notre physique, elle est en crise. Or, quand il y a une crise, c'est quelque chose qui va se passer. Regardez l'émergence de la relativité restreinte. Avant, la physique elle patinait. Tout d'un coup, il y a eu une explosion. Il y a la mécanique quantique. On est exactement à la veille d'un truc comme ça. Et c'est la retombée de ces choses-là. Ce sera le voyage interstellaire.